Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien, cette semaine, on va s'interroger sur PlayStation. Que leur arrive-t-il avec leur jeu-service? On vous fera aussi quelques petites recommandations matérielles. Et pour cette magnifique émission Perspective, j'ai à mes côtés Patrick Béja. Comment ça va, Patrick? Salut Mélinda, ça va super bien. Quel bonheur d'être avec toi encore une fois. Ah mais écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Monsieur Rendez-vous Jeu, Rendez-vous Tech en podcast. Exactement. À ne pas manquer. Les podcasts hebdo. Voilà, toutes les semaines à écouter religieusement comme moi. Et avec toi, Florian Agès, comment ça va, Florian? Ça va Ça très fait bien, longtemps qu'on ne Mélinda, s'était et toi? pas vu. Ça fait un petit moment, c'était pour la PS5 Pro, je me rappelle. Oui, tout à fait. Oh là là, PS5 Pro. Qui se souvient Je ne sais pas, mais sachez qu'elle a perdu 50 € cette semaine. C'est vrai, c'est vrai. Je tenais à le placer. Ils ont augmenté les prix de tout leur matériel et du coup maintenant ils font des super promos. C'est magique comme technologie, comme technique. Bah, super entrée en jeu pour parler PlayStation. Eh bien, on ne va pas du tout parler matériel pour une fois. La PlayStation, non, voilà, on va voir plein de choses à se raconter avec ces deux experts de la semaine. C'est parti pour l'actu à chaud. Allez vous mettre sur votre magnifique PS5 Pro ou pas Pro les prochains jeux services de PlayStation s'ils arrivent un jour. Parce que c'est la grande question qu'on se pose cette semaine. Parce que voilà, on s'est dit, la semaine dernière on a parlé de Nintendo, on va changer. On m'a dit, parlez un peu de PlayStation, ça ne va pas bien. Et ça ne va pas très très bien, Patrick, on est d'accord. Ils avaient prévu 12 jeux services en 2021. Tant que tu ne regardes pas les résultats financiers, tu as le droit de dire que ça ne va pas bien. J'allais y venir, les finances vont bien. Les finances vont très bien. Ils ont fait plus de bénéfices sur la gêne PS5 en 5 ans que sur n'importe quelle génération précédente, y compris la PS4 qui était un gros succès. Donc oui, financièrement ça va très bien. Les jeux services par contre, c'est une autre histoire. Ça va pas bien les jeux services. 12 jeux annoncés en 2021 pour 2026, donc l'année prochaine. C'était pour diversifier le catalogue, faire rentrer de l'argent, autrement dit, soyons honnêtes. 2 ans plus tard, on est redescendu à 6 jeux en développement. Alors, entre-temps, Concorde avait montré quelques images. Fair Games aussi, on va revenir sur Fair Games, ça n'avait pas été super bien accueilli. Des jeux annulés à l'appel, le multi de The Last of Us, le jeu de London Studio, qui était censé être un jeu service fantasy, abandonné, studio fermé. Bend, qui fait Days Gone, jeu service annulé, mais on leur a filé un autre jeu. Ils bossaient sur un jeu service God of War. Et voilà. C'était quand même pas rien. C'était pas rien, mais annulé aussi. Pixel Opus fermé, Twisted Metal Reboot. Pareil, on ne sait pas ce qui devient, mais a priori, il est mal embarqué. Il n'en reste officiellement que 3. Messieurs, il y avait le jeu Horizon j'ai l'impression aussi, d'être dans Koh-Lanta. Le jeu Horizon, visiblement, qui était censé être en développement aussi. Celui-là, officiellement, ils n'en ont rien dit, c'est juste qu'on n'en a pas de nouvelles depuis un paquet d'années maintenant. Donc, on en déduit que c'est celui qui se porte le mieux, puisqu'on n'en parle pas. En revanche, nous avons parlé la semaine dernière de Fair Games, du studio Haven. Pourquoi? Eh bien, parce que Jade Raymond, qui a créé le studio en 2021, racheté un an plus tard par PlayStation, eh bien, elle s'est barrée. Voilà, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas eu beaucoup d'explications. Ce serait a priori parce que le jeu, les playtests n'auraient pas été extrêmement positifs. Patrick, ça dit quoi, ça? Ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour Haven déjà à la base, et puis c'est pas une super bonne nouvelle, comme tu le faisais remarquer, pour la stratégie jeu-service de Sony, que j'ai un petit peu envie de défendre quand même envers et contre tous, parce que il faut avouer qu'au moment où ils se sont tournés vers cette stratégie, on était en pleine fièvre Fortnite, Call of Duty, PUBG, enfin tous les jeux services du monde étaient ramenés des millions et des centaines de millions. Quand on est une grosse boîte comme Sony, il est difficile de ne pas suivre un petit peu la tendance. Ils ont lancé une multitude de projets en se disant que sur les 12, il y en aurait peut-être 1 ou 2 qui auraient un succès et ça compenserait le reste. Bon, maintenant, il n'en reste que 3, effectivement. Donc, ce que veut dire cette nouvelle mésaventure mésaventure pour Fair Games, pour Haven, c'est que cette stratégie semble s'étioler et qu'ils devront aller chercher leur succès ailleurs, peut-être. En même temps, comme on le faisait remarquer tout à l'heure, le succès est en rendez-vous de toute façon pour la PlayStation 5, donc peut-être qu'ils peuvent, avec moins de pertes et moins de fracas, laisser glisser les jeux services vers l'oubli parce qu'ils n'ont pas réussi, tout simplement.
Flo, est-ce qu'ils n'arrivent pas un peu tard? Oui, vas-y, dis-moi. Je ne sais pas s'ils arrivent forcément un peu tard, mais je vais aussi me faire un petit peu l'avocat du diable comme Patrick pour défendre un peu leur stratégie. Je pense que ce que beaucoup de monde a oublié, c'est que un des argumentaires qu'ils avaient donné à leurs actionnaires à l'époque pour justifier cette nouvelle stratégie, c'était pas seulement « oh là là, les jeux-services, ça cartonne », c'était aussi « on a un peu une spécialité et c'est tout ». Chez Sony. C'est vrai que globalement, Sony, en tant qu'éditeur de jeux, c'est un éditeur qui est connu pour faire des grands jeux solo. Mais les grands jeux solo, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas une catégorie qui est en croissance. Et je pense que la volonté de Sony, première, avant toute chose, c'était surtout de se diversifier, simplement. Et pour ça, ils regardaient même pas forcément les Fortnite et compagnie. Je pense qu'ils regardaient tout simplement le catalogue Microsoft. Parce que le catalogue Microsoft, bon, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il a la qualité de la diversité pour le coup. Chez un Microsoft, tu as du jeu de course avec les Forza, tu as du jeu service avec Sea of Thieves, tu as du grand jeu solo aussi, tu as du Minecraft, des jeux communautaires comme ça. Il y a de la diversité que chez Sony, il n'y a pas. Donc je pense que ce virage vers le jeu service, c'était juste une manière de se dire, ok, on va arrêter de mettre tous nos œufs dans le même panier. Le truc qu'ils ont sans doute très très mal jugé, et en particulier que l'ancien PDG de Sony Interactive Entertainment a très mal jugé. C'était Jim Ryan, voilà, qui est parti il y a quelques mois de ça. C'est juste que le monde du jeu service, c'est un milieu qui est quand tu cartonnes dedans, alors là, c'est le jackpot, mais c'est une prise de risque considérable parce que des jeux service, tu regardes toute l'histoire du jeu service. Le nombre de succès qu'il y a pour le nombre de tentatives qu'il y a eu, il est ridicule, mais absolument ridicule. Il y a Fortnite qui surperforme. On a eu. Ouais, avant ça, il y a eu PUBG. Il y a PUBG, voilà, c'est. Il y a aussi Call of Duty Warzone, il y a Apex Legends qui commence à s'essouffler un petit peu, mais qui a quand même eu quelques très très bonnes années pour EA. Et puis, je mentionnerai aussi le fait quand même que, certes, il n'y a pas autant de succès interplanétaires comparables à Fortnite qu'on pourrait peut-être l'espérer quand on est développeur ou éditeur, mais il y a aussi des jeux qui fonctionnent très bien dans leur coin, qui ont leur petit succès. Et je pense, tout à fait au hasard, il y a Rocket League, par exemple, tu vois, il y en a quelques-uns. Qui est sur un autre segment de... Tout à fait. C'est pas un shooter, c'est pas... Non, bien sûr, mais c'est un jeu service, tu vois, c'est un jeu qui est gratuit. C'est un jeu service et qui a la caractéristique qu'ont à peu près tous les jeux services, c'est-à-dire que quand tu es un joueur de Rocket League, globalement, tu joues quasiment que à Rocket League. Et quand tu es un joueur de Fortnite, tu joues quasiment que à Fortnite. C'est ce que j'ai dit, est-ce que c'est pas dangereux justement ça pour PlayStation, c'est-à-dire d'aller chercher des jeux où les gens ne veulent faire que ça. C'est là qu'on peut dire qu'ils ont un petit peu de retard. C'est-à-dire que le problème très concrètement du marché du jeu-service aujourd'hui, c'est qu'il est bouché, tout simplement. Il y a déjà des jeux qui sont là, qui sont installés depuis je ne sais combien d'années, dans la catégorie des jeux-services qui cartonnent. Counter-Strike, Counter-Strike 2, tout simplement. Si on remonte aux origines, c'est un jeu qui est là depuis 97. Et il n'a pas l'air d'être sur le point de partir, le garçon. Donc, c'est vrai on a des rapports sur ce sujet spécifiquement qui sont particulièrement inquiétants quand on les regarde sous un certain angle, qui disent que une immense majorité des revenus de l'année 2024, par exemple, se sont faits sur des jeux qui ont plus de 6 ans. Et on pense à Fortnite, Call of Duty, etc. Donc c'est vrai que c'est inquiétant quand on veut lancer un nouveau jeu. Je crois qu'il y a aussi une manière un petit peu... avec un angle particulier de regarder ça, qui oublie que les autres jeux fonctionnent aussi. Sony, par exemple, qui s'est lancé à corps perdu dans les jeux services, n'a pas non plus complètement oublié ses autres jeux. Alors, il y a eu un petit creux de la vague ces 2 dernières années, mais on a quand même eu beaucoup de grands jeux solo aussi. On en a un qui est prévu pour cette année, Ghost of Yotei. Je pense qu'il est possible de faire plusieurs choses en même temps. On a le nouveau Naughty Dog qui est censé arriver en 2026. On a le Wolverine d'Insomniac. Oui, mais n'empêche que... Le Death Stranding 2 qui arrive aussi, qui sera une exclue. Ça reste dans leur ADN. Qu'ils aillent se diversifier. Ils ont eu Helldivers 2 qui a été un super carton. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a qui est vraiment l'exception qui confirme la règle. Et Concorde à côté, qui a eu le... Non, mais Concorde qui sort en payant sur un segment où on a des jeux gratuits, est-ce que c'est un bon pari aussi? Concorde est quand même, il faut l'avouer, sans doute le plus gros accident industriel de l'histoire du jeu vidéo. Ils l'ont évacué très très rapidement et sans doute à raison, parce qu'au moins on l'oublie un petit peu. Il y aura une jurisprudence Concorde quand même. Non, mais évidemment, je veux dire, c'est un accident absolument monumental. Heureusement, pendant ce temps, ils font beaucoup d'argent, notamment parce qu'ils ont connu un grand succès avec la console elle-même, la PlayStation. Donc, tous les jeux
tiers qui tournent sur cette console leur rapportent 30% de commission. Il y a une immense partie de leurs revenus qui viennent de ça. Donc, ça fait un petit peu oublier le reste. Mais oui, pour résumer un petit peu tout ce qu'on dit là, c'est que la stratégie jeu-service de Sony a échoué. On n'est pas complètement à l'abri d'une bonne surprise finalement avec l'un des 3 qui restent qui pourrait connaître un succès, donc peut-être un retournement de situation de dernière minute largement improbable, mais oui, la stratégie a échoué. Je dirais une dernière chose pour, encore une fois, défendre un petit peu Sony, pas parce que je les porte dans mon cœur, mais parce qu'ils s'en prennent beaucoup dans le visage ces derniers temps, à raison sur cette histoire de jeu-service. C'est pas la première fois qu'il y a une société de jeux vidéo qui suit les tendances. C'est à vrai dire une longue tradition. Si on s'en souvient, à l'époque même des Pac-Man ou Space Invader, tout le monde faisait des clones. À l'époque de Street Fighter, tout le monde faisait des clones. À l'époque de Gran Turismo, tout le monde s'est mis à faire des jeux de voiture. Avec Gears of War, tout le monde faisait des shooters, cover shooters un petit peu bruns et gris, comme ça, vu à la caméra. Bon. Eh ben, quand il y a un truc qui marche super bien, c'est normal, les grandes sociétés qui cherchent à augmenter et à diversifier leurs revenus vont aller faire la même chose, tenter de faire la même chose. À l'époque de World of Warcraft, un sujet que je connais bien, toutes les sociétés du monde ont tenté de faire leur MMO. Il y en a certaines qui ont marchoté, certaines qui ont un petit peu bien marché pendant quelques années. La plupart se sont plantées. Bon, bah, c'est ni surprenant, ni une mauvaise chose, franchement. Tant que ça ne phagocyte pas le reste de l'industrie, et il faut être particulièrement de mauvaise foi pour dire qu'aujourd'hui, l'industrie n'offre pas une richesse et une diversité d'expériences absolument phénoménales, bon, bah voilà, c'est pas la fin du monde. À la limite, moi, le truc que je dirais, parce que en tant que joueur, voilà, je suis pas actionnaire de Sony, donc moi, globalement, qu'ils perdent de l'argent ou pas avec ces jeux de service, ça me concerne pas des masses. Mais en tant que joueur, limite, je vois presque un côté positif là-dedans, qui est finalement ce raté de Sony, a mis en lumière exactement ce qu'ils savent faire de très bien. Pas aussi. seulement, mais simplement pour toute l'industrie, en gros, à montrer concrètement que, ok, là, les plus gros cartons du jeu vidéo de ces dernières années, c'est que des jeux-services. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous y alliez tous en courant, hein, parce que c'est dangereux, c'est très dangereux. Donc vraiment, ils tentent, ils se plantent. Oui, non, mais voilà, ils tentent. Mais du coup, justement, c'est un argument aussi pour dire, vous ne vous contentez pas de suivre les tendances, créez les vôtres en fait. Soyez plus créatifs, justement. Je vais vous mettre un sujet sur la table par rapport à Haven dont on parlait et de Jade Raymond qui en est parti. Que va-t-il advenir de Fair Games, donc ce jeu de braquage où vous devez jouer en équipe, qui ressemble un peu au Den of Wolves dont on a déjà parlé, qui est fait par les anciens de Payday, mais qui ont une légitimité là-dessus. Haven, pour moi, a été racheté parce qu'ils avaient mis au point une technique de workflow en cloud. C'est un studio qui a été créé pendant le Covid, pendant le confinement, donc ils travaillaient tous à distance. Ils ont une techno extrêmement solide de production. Un peu, enfin, pas totalement, mais quand même un peu aussi sur les cendres du studio. De Stadia. Mais elle a récupéré les gens de chez Stadia, donc... connaissances en cloud, des ex d'Ubisoft. Ubisoft a une très grosse partie de ses équipes qui travaillent en cloud à la conception. Quand on a des studios éclatés aux 4 coins du monde, ça aide. Donc, Sony les avait surtout rachetés. Haven, quand on rachète un studio qui n'a rien fait, rien sorti, c'est qu'il y a une idée derrière. Pour ça, pour donner cette technologie d'accélération à la créativité aux autres studios. Est-ce que ça a été un bon investissement? Puisqu'au final, on va en parler, il reste Bungie, qui n'est pas très très bien, et donc ce fameux studio qui fait Horizon. Ça, c'est pareil, c'est peut-être pas un investissement terrible. Voilà, je voulais juste remettre ça, que le fondement du rachat d'Haven, c'était la techno qui est derrière. Je t'avoue que j'ai pas fouillé cet angle du rachat spécifiquement, donc j'aurais du mal à en parler. Par contre, sur le jeu Fair Games, si tu demandes qu'est-ce qu'il en reste, c'est un gros point d'interrogation encore. Ils vont tout faire. Disons que avec la jurisprudence de Concorde, comme on en parlait tout à l'heure, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'ils se disent on va prendre le temps sur Fair Games. Ils risquent d'annoncer bientôt qu'ils vont prendre le temps sur Marathon aussi, le nouveau jeu de Bungie. Il n'en reste pas beaucoup des jeux services dans cette stratégie de Sony. Peut-être que oui, il est temps de prendre son temps. Fair Games devait sortir fin d'année 2025. Il serait a priori repoussé au printemps 2026, ce qui n'est pas une très très bonne idée de viser le printemps 2026. Mais bon, quand on veut que son jeu passe sous les radars, c'est parfait. Mais en effet, je pense qu'ils vont refaire. Je voudrais vous parler d'un autre jeu, du deuxième jeu problématique chez Sony en ce moment, qui est Marathon, comme tu parlais, qui lui aussi va devoir revoir sa copie, parce que Marathon, qui est un jeu qui quand même chez Bungie évolue dans la tourmente depuis le début, avec le départ, on le rappelle, de Chris Barrett,
l'ancien producteur responsable du jeu, qui a eu quelques déboires. Ils sont en procédure, d'ailleurs, le procès était au mois de février-mars, je ne sais pas ce que ça a donné. Là, ils ont été accusés de plagiat. Puis entre-temps, il faut le dire aussi, des licenciements quand même licenciements à gogo, voilà, massifs. Depuis le début, ils ont viré 200 personnes. Forcément impacté l'équipe de développement. C'est compliqué le développement de Marathon. Là, ils sont accusés par une artiste écossaise, je crois, si je ne dis pas, je crois que c'est ça, oui. Britannique en tout cas, Fern Hook, d'avoir repris des artworks qu'elle avait fait en 2017 et qu'elle a vu apparaître, popper dans le jeu, avec même les codes qu'elle avait cachés dedans. Donc, clairement, ce sont les siens. Bungie a dit « Ok, c'est vrai, mais c'est pas nous, c'est un ancien gars qu'on avait qui les a mis dedans et tous les autres s'en sont inspirés. » Ça part mal quand même, Marathon. Ça va être vraiment la course. C'est très spécifique, hein, cette histoire de plagiat. Oui, mais c'est pas une première chez Bungie. C'est ça le problème. C'est la cerise sur le gâteau, en fait, d'un développement. Une fois, tu dis c'est un ancien employé qui avait fait un truc. C'est vrai que cet artiste n'était pas la plus connue du monde, donc à la limite, on peut ne pas s'en rendre compte. Le premier, c'était un fan, pareil. Le problème, c'est qu'il y a eu des instances de plagiat auparavant. Donc, au bout d'un moment, effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est pas ça qui remet en question les prospects du jeu. Le jeu qui a été en bêta-test il y a quelques mois de ça était, je crois, généralement considéré comme un jeu qui a une base intéressante, avec des éléments intéressants, mais qui n'est pas abouti et tout ne se réunit pas en un ensemble cohérent. Donc, peut-être que s'ils finissent par le repousser, celui-là aussi est promis pour le 23 septembre, je crois, quelque chose comme ça. La rentrée. S'ils finissent par le repousser, peut-être que ça lui laisserait aussi un petit peu de temps pour se peaufiner. En l'état, il semblerait que Bungie n'ait pas livré un jeu promis au succès, surtout dans cet univers hyper compétitif. Le problème étant que le repousser, c'est aussi l'envoyer dans la gueule du loup, un loup qui s'appelle GTA 6. Alors, GTA 6, moi, je pense que pour faire un petit peu, encore une fois, l'avocat du diable, GTA 6, il va énormément prendre, il va bien sûr prendre beaucoup de place, il va prendre la lumière pendant les 3 semaines de sa sortie et il va toucher... Tu crois que 3 semaines ? Alors, il va toucher un public hyper large, évidemment. Mais le public des joueurs assidus, les core gamers, c'est pas le même public que celui des Call of Duty, des FIFA. C'est un public qui joue à plusieurs jeux, à 5, 6, 10, 12 jeux par an, et pas juste un jeu. Alors bien sûr, ils vont passer du temps sur Call of Duty, mais on met en avant Call of Duty comme un petit peu l'ogre qui est un trou noir qui va faire que... GTA plutôt. Pardon, GTA, excuse-moi, bien sûr. GTA, c'est un trou noir qui va faire qu'aucun autre jeu ne peut sortir pendant 6 mois autour de la sortie de GTA. S'il veut faire parler de lui. Si le jeu veut faire parler de lui. En revanche, si on veut sortir ces jeux un peu dont on n'est pas totalement fier, si on veut les faire passer un peu sous les radars, c'est la meilleure période. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que autour de la sortie de GTA, il y a des jeux qui vont sortir, qui vont parler à un public différent. Que les gros consommateurs de jeux vidéo, ils vont jouer à GTA pendant 1, 2, 3 semaines, et puis ils vont chercher autre chose, comme ils le font sur tous les jeux qui sortent. Quand on parle de gros consommateurs, bien sûr que un GTA, pour les gens qui jouent à un jeu par an ou qui attendent le nouveau GTA depuis la sortie du 5 en 2013, oui, ceux-là, ils vont passer leur vie dessus. Mais le public core gamer, et c'est la partie congrue de l'industrie du jeu vidéo, et ça, c'est une chose dont on ne se rend pas toujours compte. La plupart des joueurs achètent 1 ou 2 jeux par an. Je suis pas convaincu, parce que je pense que justement GTA, c'est un peu le jeu qui va rassembler tout le monde, en fait, les core gamers et les joueurs plus occasionnels. Est-ce que tu vas passer 6 mois sur GTA ? Moi, non, mais c'est parce que moi, je suis le cas exceptionnel. Mais non, les gens qui n'aiment pas GTA. Les core gamers, je n'aime pas jouer à GTA 5. Donc, on est plein dans ce cas. Et je crois que les core gamers, ils ont beaucoup plus de temps à se consacrer aux jeux vidéo qu'on ne l'imagine quand on pense à la sortie de GTA. Patrick, on le trouvera sur Marathon et Fair Games, pendant que tout le monde joue. Destiny et Street Fighter. Dernière info là, sur PlayStation et ses problèmes. Je voulais juste vous poser une question en 1 minute pour qu'on arrive à parler matériel derrière. On a appris que Hellblade 2, Senua's Saga, arrivait sur PS5. On parlait tout à l'heure justement de la diversité du catalogue Xbox. Xbox est en train de filer un max de jeux à la PS5. Il y a Gears of War Reloaded, donc le premier épisode qui va arriver à l'été. Ils ont eu Indiana Jones et le Cercle Ancien, Forza Horizon 5, Sea of Thieves. C'est qui le grand vainqueur de cette union ? Les joueurs ?
qui peuvent jouer au jeu. De Normand. Oui, non, mais franchement, enfin, pour moi, je vois en tant que pareil, moi en tant que joueur, tout ce que je vois, c'est super cool parce que tout ça, quand même, globalement, tous les jeux que tu viens de citer, ils sont tous vachement bien, moi je trouve. Et bon, bah, il y a plein de gens qui ont qu'une PS5 qui pourront y jouer, c'est super cool. À côté de ça, moi je trouve que c'est pas si inattendu que ça pour moi, franchement. Enfin, ça fait des années, de toute façon, qu'on en parle, qu'il y a des rumeurs que Microsoft veut commencer à sortir ses jeux sur plus de plateformes. Je pense que c'est la logique aussi. La suite logique de cette buying spree dans laquelle ils étaient il y a quelques années, où ils ont acheté un nombre incalculable de développeurs et d'éditeurs, dont bien sûr Activision Blizzard pour 69 milliards, tout le monde s'en rappelle. Il y a un moment, tu sais que cet investissement, il va falloir le justifier. Ils pensaient au début que la justification, ce serait l'augmentation du nombre d'abonnés Game Pass. Aujourd'hui, on sait que le nombre d'abonnés Game Pass, en fait, il a très vite plafonné et toutes ces acquisitions n'ont pas vraiment oui mais toutes ces acquisitions n'ont pas fait sauter de plafond. Donc au bout d'un moment tu arrives quand même à la conclusion que mais pourquoi tu as claqué autant de milliards de dollars pour tous ces trucs là. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui relève plus de l'anomalie, c'est pas tant que Xbox sort des jeux sur PlayStation, c'est que Xbox sort des jeux sur PlayStation alors qu'il n'y a pas le Game Pass sur PlayStation. Pour moi, c'était ça plutôt la question. C'était à partir de quand Xbox allait commencer à sortir des jeux sur des plateformes où le Game Pass n'existe pas. Mais pour moi, en fait, on l'a totalement oublié, mais cette barrière-là, elle a sauté il y a déjà de nombreuses années quand Xbox a commencé à sortir ses jeux sur Steam. Il n'y a pas le Game Pass sur Steam. Ouais, finalement, pour moi, aujourd'hui, je pense que vraiment, on aurait tort de ne pas regarder Steam comme un concurrent de Xbox au même titre que PlayStation ou Nintendo. Et pour moi, que les jeux sortent aujourd'hui sur PlayStation, sachant qu'ils sortaient déjà sur Steam, bon, évidemment que c'est un symbole, mais c'est pas au point de vue business, stratégie, c'est pas une si grande évolution. Et ben moi, j'ai une question pour toi, Patrick. Justement, je suis d'accord là-dessus qu'à un moment, il faut rentabiliser. Oui, sur ce point. Mais est-ce que justement, c'est des jeux qui arrivent à combien ? 60, 70 euros sur PlayStation, alors, PS5, un truc comme ça. Ça dépend, parce qu'ils étaient pas tous sortis au même prix. Hellblade 2, il sera à 50 euros. Voilà, 50, mais il était sorti à 50, je crois. Oui, de toute façon, ils sortent au même prix qu'ils étaient sortis. Est-ce que justement, c'est pas une bonne stratégie de Xbox en perspective du Game Pass de dire OK, les amis, sur PS5, vous allez acheter ces jeux-là entre 50, 70, 80 euros. Vous pourriez les avoir pour 17 balles par mois aussi sur le Game Pass. Est-ce que ça peut pas faire revenir aussi des gens vers le Game Pass qui aujourd'hui est disponible, on le rappelle, sur télé, en cloud, en tout ce qu'on veut. Dans une certaine mesure. Oui, mais cette stratégie existait déjà il y a 2 ans quand les jeux n'étaient disponibles que sur Xbox. Et ils essayaient d'appeler les gens d'autres publics, d'autres consoles, sur leur plateforme. La réalité, c'est qu'ils ont opéré ce changement de stratégie parce que la Xbox a échoué. La Xbox, alors elle existe toujours, mais c'est devenu une partie vraiment minime, ou pas minime, mais enfin une petite partie du business de Microsoft dans le jeu vidéo. Ils ont fait une large transition vers le rôle d'éditeur. Ils étaient consoliers, ils sont devenus éditeurs en majorité. Et là où, évidemment, pour les joueurs qui veulent jouer à ces jeux sur PlayStation, c'est bénéfique parce qu'ils peuvent y accéder, j'ajouterais quand même le point que sur le moyen et long terme, les joueurs y perdent d'une certaine manière parce qu'il y a un concurrent de moins dans l'industrie et dans le marché des consoles spécifiques et le marché des consoles haute performance très spécifiquement, ce qui veut dire que Sony n'a plus personne en face. Bien sûr, il y a Nintendo qui a un grand succès par ailleurs, mais c'est un marché un petit peu différent. Et Sony n'a plus personne en face, et je crois qu'on a déjà commencé à en voir les conséquences avec les augmentations de prix de consoles chez Sony, des accessoires qui sont sortis à des prix étonnants, on va dire. Donc oui, les joueurs y gagnent d'une certaine manière, mais cette absence de concurrence forte est aussi un désavantage, je pense, quelque chose qui affaiblit le marché. Bon, on va s'arrêter là pour les déboires de PlayStation qui, à côté de ça, rentrent plein d'argent, on l'a dit, parce que je voudrais quand même qu'on fasse un rapido point matériel avec l'ami Flo. Ça va être extrêmement rapide. Non, on va prendre un peu de temps. Parce que je voudrais vous parler de ce produit étrange qui est une tablette PC Asus ROG Flow Z13. Voilà, les noms sont toujours compliqués. Attention, je vais la prendre. Et je vais peut-être même la passer après. Voilà, elle se détache. Et c'est un joli parpaing quand même, on va pas se mentir. C'est une tablette gaming. Il y en a très peu sur le marché. Flo, je pense que c'est même carrément la première vraie opérationnelle. Dans son genre, dans la génération actuelle, oui, c'est la première. Ouais. Et donc, elle vient de sortir. Alors,
Elle fait 1,2 kg. Franchement, je trouve qu'elle est quand même un peu lourde. Mais elle a cette petite béquille. Alors, je vais la reposer juste là. Elle a une puce très particulière. Tout à fait. Alors, tu expliqueras ça beaucoup mieux que moi. Parce que moi, je joue. C'est une puce AMD Ryzen, inspirée de celle des consoles portables, mais taillée plutôt pour justement pouvoir supporter la puissance de cette petite console Ryzen AI Max Plus 395. Tout à fait. En traduction de béotien, ça donnerait quoi ? Comment dire ? En gros, en fait, la puce qu'il y a là-dedans, oui, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle dans le jargon AMD un APU, donc Accelerated Processing Unit, ce qui veut dire en fait tout simplement que sur la même puce, sur le même bloc de silicium, tu as à la fois le CPU et le GPU, donc le circuit, le processeur central et le processeur graphique de la machine, qui sont réunis sur un seul bloc. Pourquoi c'est intéressant ça ? Parce que l'air de rien, dans le monde des machines dédiées aux jeux vidéo, cette façon de fabriquer les choses, c'est comme ça qu'on fait depuis en fait 2013, depuis les PS4 et les Xbox One, qui embarquent des APU AMD. C'est comme ça aussi que font toutes ces machines dont on a pu parler dans cette émission il y a quelques temps déjà, les Steam Deck, et tous les concurrents, les Asus ROG Ally, les Novo Legion, tout ça, il y en a plein. Mais tous ces appareils qui sont vraiment conçus comme étant des appareils de jeu et pas des appareils généralistes sur lesquels il s'avère qu'on peut jouer aussi, ils sont autour de cette technologie. Pourquoi ils sont autour de cette technologie ? Parce que aujourd'hui, les constructeurs de cartes graphiques dédiées font des choix de fabrication, de commercialisation de leurs produits que je qualifierais très poliment de discutable. Voilà. Amis chez Nvidia et AMD, si vous nous entendez. Voilà, en ce moment, on va pas se mentir que les joueurs PC, le marché des cartes graphiques, il est catastrophique. On a des produits qui coûtent des fortunes, des nouvelles générations qui, en gros, servent juste à désamorcer le baisse de prix des générations précédentes, qui apportent à peine de puissance supplémentaire. Juste, elles font remonter les prix au prix de lancement. En gros, c'est que à ça qu'elles servent. Aussi bien chez Nvidia que chez AMD. Donc, le marché de ce côté-là est vraiment déprimant. Mais par contre, sur toutes ces puces qui sont donc vraiment intégrées, qui sont donc plus faciles à fabriquer, on peut commencer à avoir des baisses de prix et on peut commencer à avoir surtout des performances qui sont vraiment très étonnantes. C'est-à-dire que dans ce format tablette que tu as montré là, on a une puce qui, alors attention, je vais rentrer dans les mots un peu techniques, mais qui est de la famille Strix Halo chez AMD, donc qui est capable en fait d'avaler une puissance électrique assez considérable. Alors forcément, ça a des conséquences en matière de bruit, d'autonomie, tout ça, mais ça veut aussi dire... Et encore, honnêtement, au niveau bruit, j'ai trouvé ça plutôt, c'est pas plutôt déconnant. Discret. Mais l'autre conséquence que ça a, c'est juste qu'on peut jouer à plein de jeux, y compris parmi les derniers, y compris parmi les gros AAA très exigeants. On peut y jouer dans des conditions tout à fait correctes. Moi, j'ai fait tourner Cyberpunk 2077 dessus. Alors que je qualifierais même plus tellement de dernier jeu. Mais bon, en général, c'est quand même un bon test quand tu arrives. Mais c'est vrai ça fait tourner des très bons jeux. C'est un écran 13,5 pour ceux qui se demanderaient. 165 Hz, voire jusqu'à 180. Ça dépend comment vous configurez. Moi, j'ai bien aimé. Comme produit, je trouve ça intéressant, le côté où, par rapport à ces fameuses consoles portables, on nous disait qu'il y avait Windows dessus et vous pouviez faire plein de trucs, c'est inexploitable. Là, vous avez un processeur qui permet de faire vraiment aussi tourner, faire des tâches créatives. C'est surtout qu'au-delà de ça, tu l'as montré, c'est un convertible, donc c'est un ordinateur. C'est un vrai ordinateur, pour le coup. Et la particularité de Windows, c'est que c'est un OS qui est fait pour les ordinateurs, pas pour les consoles portables. Vous avez des connectiques, alors après, voilà, forcément, en autonomie, on est autour des 10 heures, donc c'est là où je pense qu'il y a encore de la marge. Pour une machine de jeu, c'est très correct. Pour une machine de jeu, c'est très bien. Si vous devez vous en servir pour autre chose, peut-être un peu moins. Moi, j'aime bien le côté format tablette, même si elle est un peu épaisse. Je trouve que ça va sur le design. Honnêtement, c'est bien. Le seul hic, c'est le prix. Voilà. 2500 Normalement, €. Je trouve ça un petit peu cher. L'intérêt qu'on voit justement au plus de ce genre, c'est qu'on se dit « ce serait super si on pouvait du coup les mettre dans des appareils qui coûtent pas trop cher et qui nous extirperait de cette situation affreuse dans laquelle on est dans le monde du jeu vidéo PC aujourd'hui, où honnêtement, que ce soit sur laptop ou sur tour, si tu veux vraiment une machine qui va te durer quelques années et qui soit pas un investissement à ultra court terme. Ouais, mais n'empêche que, tu vois, c'est 1500 € à chaque fois minimum. Et c'est beaucoup d'argent quand même. Si vous êtes techno, vous êtes un gros gamer. Moi, quitte à avoir une puce comme ça, si tu me la mets dans un appareil, allez, je vais dire jusqu'à 1000 € et encore 1000 €, franchement, c'est beaucoup.
Ça Ouais, va. Si tu me la mets dans une machine à 2500, tout de Après, suite, c'est je suis une beaucoup machine de moins guerre. intéressé. Quoi. Vous pouvez faire plein de trucs, tout ce qui est créativité et tout. Faut me reconnaître que je trouve que le prix est encore un petit peu. Là, il est carrément dissuasif pour moi. Voilà. Si vous avez le budget, tant mieux pour vous. Vous pouvez foncer, c'est une très bonne machine. Pour les autres, je pense que la version suivante sera allégée en prix. Mais surtout, espérons que justement les produits de ce genre, les puces de ce genre, les Strix Halo d'AMD, et puis ce qui arrivera sur les générations suivantes, espérons que ça se généralise, qu'on puisse en mettre de plus en plus un peu partout, y compris, pourquoi pas, même dans des PC de bureau, pas que dans des appareils nomades, ça pourrait avoir de l'intérêt. Bon, voilà. Bon, on est arrivé au fin fond de cette émission et de notre budget. On parlera pas du reste, tant pis. Patrick, on parlera pas de ton jeu non plus. Slorvencer, je voulais le mentionner. En plus, c'est des Niçois, figure-toi, qui développent ça. Il vient de sortir. Mais c'est un Diablo-like très profond avec des systèmes très complexes qui est assez sympa. Et du coup, il a réussi à en parler. Je lui ai dit qu'il pouvait parce qu'on allait se prendre la tête. Moi, je voulais vous parler de la mer Zone que j'ai beaucoup aimé. Le jeu de Benoît Socal qui a été refait, Le Testament de l'explorateur. Voilà, c'est un très bon jeu pour ceux qui aiment bien les ambiances un peu alarmistes de l'époque, les énigmes et tout. Voilà. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. Patrick, merci. C'est un plaisir comme d'habitude. On te retrouve le mardi et le jeudi. Le mardi pour le rendez-vous tech, l'hebdo de discussion de l'actu tech et d'analyse et de bonne humeur. Et le jeudi, la même chose pour le jeu vidéo dans vos apps de podcast, le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Voilà, tout ça en podcast. Et Florian, c'était un plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. Toujours voilà, journaliste, spécialiste matos si vous avez des questions. Gaming et envie, à qui j'avais posé la question, est-ce qu'on s'équipe maintenant en PC? Il m'a dit non, vous avez compris pourquoi. Donc on le reverra à la rentrée pour savoir comment est-ce qu'on s'équipe en jeu vidéo. Voir si ça a évolué, je sais pas. Mais en tout cas, merci à tous les deux. Et puis, merci à vous toutes, à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous retrouver en replay sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co, sur la chaîne YouTube et la plateforme RMC BFM Play. Et en podcast partout aussi. La semaine prochaine, on vous prépare une émission spéciale. On sera dans un grand studio parisien à la découverte justement de la vie de ce studio qui nous a produit, allez, je vais vous donner des indices, Heavy Rain, Detroit Become Human et qui bosse sur un très gros jeu. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est aussi la semaine de la sortie de la Switch 2, mais ça, ce sera pour plus tard. Mais vous pourrez retrouver notre podcast dédié en vidéo et à l'audio. Ce sera pour la sortie, donc autour du 5 juin, à retrouver aussi pareil sur nos ondes en podcast vidéo et audio grâce à Sylvain Trinel et Pierre Berge-Sia. Et nous, on se dit donc à la semaine prochaine et ensuite, ce sera le Summer Game Fest. Jouez bien en attendant et à très très vite.